Être à l'écoute de la radio Futur Média, il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, 3 pêcheurs sénégalais portés disparus en Mauritanie. Depuis 5 jours, les recherches entamées n'ont rien donné. L'agent de police pris dans une affaire de corruption à la barre. Le procès se déroule en ce moment au tribunal des flagrants délits. En politique, élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, note discordante au Parti socialiste, accusé d'être derrière la liste de Benno Bokk Yakaar à Dakar contre celle de Taxawu Dakar de Khalifa Sall. La direction du PS réagit et parle d'incohérence du maire de Dakar. Au Conseil des collectivités territoriales toujours, beaucoup de Sénégalais n'y comprennent absolument rien. Et pour eux, ce sera une opportunité pour le président Macky Sall de caser sa clientèle politique. L'actualité internationale. Ismaël Kamara, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Les titres. Présidentielle gabonaise du 27 août, 2 ténors de l'opposition se retirent du scrutin. Ils cèdent la place à Jean Ping. Ce dernier devient ainsi l'unique candidat de l'opposition. Niger, le syndicat des magistrats rue dans les brancards. Ses membres dénoncent l'immixtion de l'exécutif dans le système judiciaire. Ils en veulent pour preuve les dernières affectations et nominations des magistrats, Antoine. Malal Junior Diagne pour la page des sports. Bonjour Malal. Bonjour Antoine. On y va pour les titres. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique 2017, Aliou Cissé convoque Ismaël Sarr parmi les 23 joueurs retenus pour affronter la Namibie à Dakar au mois de septembre prochain. Nous parlerons de Vevinam Vietvoda avec les pratiquants qui demandent plus de moyens afin d'honorer le drapeau sénégalais. Après avoir ramené 26 médailles d'Abidjan, les pratiquants demandent au ministère d'être plus attentif à leurs préoccupations. Jeux olympiques de Rio 2016, après l'or aux 100 mètres, Usain Bolt s'aligne sur le 200 mètres ce soir. Série de braquages dans les quartiers de Dakar. Comment faire face à cette recrudescence de l'insécurité dans la capitale? Point de vue vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. 3 pêcheurs sénégalais sont portés disparus en Mauritanie. Et cela fait 5 jours maintenant, puisque c'est depuis vendredi. En ce moment, d'autres pêcheurs sénégalais sont à la recherche. Ils sollicitent l'aide des gardes-côtes mauritaniens pour multiplier les chances de les retrouver. Ce 16 août, pensée pieuse pour la regrettée Ndeye Awambay, dite Eva. Il y a 12 ans, nous quittait l'animatrice de la radio Futur Média. Nos prières continuent de l'accompagner. 12h03, vous suivez le grand journal. RFM, la radio de toute l'actualité. L'actualité politique. Le camp de Khalifa Sall a accusé ouvertement le Parti socialiste d'être derrière la liste de Benno Bokk Yakaar dans le département de Dakar contre celle du maire de la capitale. En tous les cas, c'est ce qu'a déclaré Barthélémy Diaz. Réplique du camp d'en face. Un des responsables socialistes engagés pour le compte de la liste Benno Bokk Yakaar dans le département de Dakar déclare que Khalifa Sall est victime de sa suffisance et de son incohérence. Mahmoud Wan, il s'appelle. Ses propos sont recueillis par Mohamed Ali Mouba. Lorsqu'on perd une élection ou lorsqu'on perd une consultation, on doit en tirer les conséquences. Le Taxawu Dakar n'a rien à faire dans cette élection de haut conseiller parce que, à l'image de Bambey avec Aïda Mbodj et à l'image de Réumi qui a décidé de ne pas participer à ces élections, mais c'est une position de cohérence. Et aujourd'hui, Khalifa Sall, avec de prétentieux jeunes lieutenants, ont voulu le manipuler, lui forcer la main pour quand même participer à ces élections-là. Et c'est pas cohérent. Vos détracteurs, M. Wan, voient la main de Tanor-Dieng derrière cette nouvelle coalition. Cette situation-là ne concerne pas le Parti socialiste et ne peut pas concerner son premier responsable, Ousmane Tanor Dieng. C'est pas ça la réalité. Le maire a voulu aller avec ses alliés de Taxawu Dakar et c'est à lui de prendre toutes les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, je dois le dire, son conseil municipal est divisé parce que 10 maires sur les 19 communes lui ont décidé d'aller avec le Benno Bokk Yakaar. Et c'était pas la peine. Parce que moi, il aurait fallu qu'il ait une position de responsabilité, une position de dignité.
membre du Parti Socialiste, membre donc de la liste. Benno Bokk Yakaar à Dakar. L'on parle beaucoup du Haut Conseil des collectivités territoriales ces derniers temps. Mais beaucoup de Sénégalais ignorent tout de cette institution. Aux yeux de certains, le HCCT n'est rien d'autre qu'un moyen pour le président Macky Sall de placer des militants de son parti. Un sujet de Sorna Natambaye. 4 personnes interrogées, 4 réponses presque identiques. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, on n'en entend parler qu'à travers la presse. Ce sont les seuls échos que j'ai eus par rapport au Haut Conseil, mais j'ignore l'utilité de cette structure et pourquoi vraiment elle fait l'objet de convoitises. Le kiosque d'Abdoul Aziz est assailli par les clients. Tout en s'occupant d'eux, le vendeur essaie de donner son avis sur la question. Je n'en sais absolument rien. Je n'y comprends rien du tout. Donc je ne peux pas m'avancer quand même, madame. La seule chose que Mamie a retenue, ce sont les tiraillements entre hommes politiques. L'enjeu de cette bataille, elle en a aucune idée. Non. Il y a beaucoup de bruit autour de cette élection. J'entends les noms de certains membres du Parti Socialiste, mais on aurait dû demander l'avis des Sénégalais avant de nous imposer ce Haut Conseil quand même. L'État n'a pas communiqué dans cette affaire et si le peuple se sent mis à l'écart, c'est de la faute de nos dirigeants, déclare M. Gueye. On n'informe pas les gens, ils sortent, on entend seulement les politiciens discuter, dire que c'est le président qui veut caser ses militants. Le mal dans notre pays, c'est qu'on n'informe pas les gens. Il faut informer le peuple. Pour Babacar, il n'y a pas de doute, le président Macky Sall veut satisfaire sa clientèle politique. Si le président choisit une bonne partie des membres, c'est parce qu'il veut placer ses hommes quand même. Ce que plusieurs Sénégalais ignorent, c'est qu'en votant oui au référendum du 20 mars dernier, ils ont tout simplement accepté la mise sur pied du Haut Conseil des collectivités territoriales. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Antoine Diouf. 12h07, le procès du policier accusé de corruption. C'est depuis ce matin l'agent qui a été filmé donc par 2 jeunes filles dans une scène de corruption est déjà suspendu par la hiérarchie de police. Nous serons en direct dans quelques instants avec Mantouré. Une affaire de foncier oppose les populations des villages de Mbirdiam et Ndoyenpeul dans la commune de Keur Moussa, un promoteur foncier. Il s'agit de la famille Filifili. Les populations n'entendent pas laisser ces terres à ce promoteur. Mais le maire de Keur Moussa soutient que Filifili a bel et bien un titre foncier légal. Correspondant Cheikh Anta Diop. Le bras de fer se poursuit entre les jeunes des villages de Mbirdiam, Ndoyenpeul et un promoteur à propos d'un litige foncier. Cette fois-ci, les jeunes sont passés à la vitesse supérieure pour dénoncer la spoliation de leurs terres. Ngagne Diagne, porte-parole des populations. Filifili, laisse nos terres tranquilles. C'est nos terres situées entre Keur Moussa, Mbirdiam, Ndoyenpeul que la famille de Filifili les veulent prendre avec la force. On ne nous a jamais entendu manifester ici au Sénégal. Alors que nous avons beaucoup de manquements ici à Keur Moussa. Nous avons un problème d'électricité, un problème de lotissement, un problème de courant et beaucoup d'autres choses. Il nous reste seulement ces terres-là pour l'extension du village. On a même saisi un avocat. Il réfute catégoriquement les arguments avancés par le maire qui dit que Filifili est dans ses droits car détenant bel et bien un titre foncier. Il a dit que Filifili a un titre foncier dormant qui date de plus de 50 ans. Et ici on est là depuis 3 siècles, hein? C'est notre village. Et le titre foncier ne fait pas même pas 100 mètres de la mairie de Keur Moussa. 492 hectares, c'est la mouille. On a des preuves palpables. Filifili, laisse nos terres tranquilles. Ferreïli, laisse nos terres tranquilles. Les personnes citées dans cette affaire soutiennent que ces récriminations et allégations ne sont ni plus ni moins que de l'agitation portée par un groupe de jeunes. Elles promettent même d'apporter la réplique. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À Saint-Louis, ce sont les responsables de l'ASCAI, Association de soutien et de coordination des activités islamiques, qui se félicitent après 19 ans du recul des pratiques malsaines constatées sur la plage de l'Hydrobase le jour du 15 août.
Ils ont précisé que les actions jugées malsaines de la jeunesse le jour du 15 août donc ont disparu grâce à l'encadrement de l'État qui a déplacé les forces de l'ordre qui font respecter l'arrêté d'interdiction de la baignade à partir de 18h comme alternative. La SCAI a proposé une journée de récital et de concours de récitation du Coran pour sensibiliser davantage les jeunes. Voici à ce propos Lamine Diarra, porte-parole de la SCAI, au micro de Mohamed Nabissila. Vraiment, toutes les personnes d'habitude qui venaient passer la fête du 15 août à Saint-Louis, nous avons remarqué que ces personnes-là ne viennent plus. Donc le risque qu'il y avait au niveau de la place de l'hydrobase, ce risque-là n'existe plus. Donc cela veut dire que donc, de part et d'autre, les parents comme la jeunesse ont pris une certaine conscience. Nous saluons encore au passage le préfet Souleymane Cissé qui autant avait pris l'arrêté pour dire à partir de 18h qu'il n'y ait pas d'activité au niveau de la place de l'hydrobase. Et maintenant, même l'actuel préfet a démarré son arrêté à partir de 17h. Maintenant que nous avons senti que vraiment le risque qu'il y avait et les activités qui s'organisaient ont véritablement diminué, l'ASCA maintenant a pris la décision maintenant d'occuper en tout cas avec des activités saines toute la jeunesse de Saint-Louis. Nous organisons des récitals de Coran d'abord, ensuite des concours de récitals de Coran et que les vainqueurs sont récompensés. Et nous avons ajouté cette année un parrain. Nous avons pris Ahmed Gore Diop, qui est vraiment un homme de Dieu. En plus bref, le ministre de l'Élevage et celui de l'Intérieur co-président cet après-midi à 17h une réunion de sécurité dans le cadre des préparatifs de la Tabaski. À cette rencontre prendront part les organisations d'éleveurs, les opérateurs économiques, les transporteurs, les forces de sécurité, mais aussi les représentants de l'Assemblée nationale, les représentants de la société civile et les organisations de défense des consommateurs. À noter que cette année, le Sénégal a besoin de 750 000 moutons, dont 260 000 pour la région de Dakar à elle seule. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale, une présentation d'Ismaël Kamara. Rebonjour Ismaël. Rebonjour Antoine. Le Niger d'abord, les magistrats craignent pour l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN, est monté au créneau. C'est pour dire non au pouvoir exécutif qui, selon les magistrats, a une mainmise sur les dernières affectations et autres nominations. Leur syndicat tire la sonnette d'alarme d'Aoudé Diouf. Il dénonce une certaine remise en cause de l'indépendance de l'appareil judiciaire. Selon ces magistrats, les dernières affectations et nominations dans leur corps ne sont pas faites dans l'orthodoxie exigée par les textes et la logique de séparation des pouvoirs. Le syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN, dénonce d'abord l'utilisation par les hommes politiques nigérians des affectations et nominations des magistrats comme un moyen d'intimidation. Selon le secrétaire général adjoint du syndicat des magistrats, les affectations, ça se prépare par le ministère de la Justice, par le canal du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, mais on a comme l'impression que son travail préalable technique est remis en cause du fait des interventions. Et ces interventions ne pouvaient venir que du milieu politique. Le magistrat syndicaliste s'interroge aussi sur la nomination d'une personnalité politique à la tête de la Cour des comptes. Nous, Ababakar, laisse entendre que vu la mission de cette juridiction, vous prenez un homme politique de votre parti, vous le nommez à la tête de cette institution, et il y a de fortes chances que cette personnalité politique ne soit pas en mesure d'avoir le courage de sa mission. Restons au Niger, où le troisième parti du pays a rejoint la majorité présidentielle. Cette formation politique s'appelle le Mouvement national pour la société du développement, le MNSD Nassara. Ainsi en a décidé son bureau politique. Du coup, les camarades d'Abdoul Kadri Tidjani feront partie du prochain gouvernement d'union nationale, lequel est voulu par le chef de l'État nigérien, Antoine. Au Gabon, la présidentielle est fixée au 27 août prochain, mais déjà, l'opposition surprend tout le monde. Elle vient de désigner son candidat. Il s'agit de Jean Ping. Les candidats Guy Zumba Daman et Casimir Oyemba se retirent de la course au profit de l'ex-président de la Commission de l'Union africaine. Une importante déclaration de ces trois chefs de file de l'opposition gabonaise est attendue cet après-midi de Libreville. Yves Antonio Ogoula. Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, est le nouveau candidat unique de l'opposition au Gabon pour la présidentielle du 27 août prochain. Il est désormais soutenu par Guy Nzubandama, l'ex-président de l'Assemblée nationale, et l'ancien Premier ministre Casimir Oyemba qui abandonnent leur candidature au profit de Ping. Ils donnent rendez-vous aux Gabonais cet après-midi à Libreville pour une déclaration historique.
Les 3 candidats déclarés dans le lot des 14 ont décidé de s'unir pour ne présenter qu'une seule candidature. Il s'agit des 3 ténors de l'opposition qui répondent à une exigence de la société civile et des populations qui depuis toujours ont appelé à une candidature unique pour dégager la famille Bongo du pouvoir et réaliser l'alternance au Gabon. En fait, la nuit dernière a été longue pour les opposants Jean-Ping, Guy Nzubandama et Casimiro Yemba ainsi que leur état-major qui sont enfin tombés d'accord sur le nom du candidat unique qui va poursuivre la bataille. Dimanche dernier, en meeting à Libreville, Jean-Ping déclarait qu'avec une candidature unique, on peut lutter efficacement contre la fraude et facilement battre Ali Bongo. Et cette candidature unique va aider la communauté internationale à aider le Gabon. Yves-Antonio Goula, Libreville, RFM. République centrafricaine, des casques bleus de la MINUSCA ont mis la main sur 35 ex-Séléka. Seuls 7 ont été présentés aux autorités de Bangui-Antoine. Ces dernières se plaignent de cette situation. D'après elles, ce ne sont pas les véritables chefs rebelles. Le gouvernement demande des comptes à la MINUSCA. Il entend ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. Antoine Diouf. République démocratique du Congo, cette fois-ci, la liste des victimes du massacre de Béni Salonge. Le dernier décompte fait état de 51 morts. Cette tuerie a été perpétrée par les rebelles ougandais des ADF Nalu. C'était dans la nuit du samedi au dimanche à Béni, dans la province du Nord Kivu. Présidentielle américaine du mois de novembre prochain, le candidat républicain veut mettre fin à ce qu'il appelle le terrorisme de l'islam radical. Donald Trump persiste et signe. Une fois élu, il compte s'attaquer à ce mal. Celui-ci représente une menace aussi grave que le nazisme et le communisme selon Donald Trump. Ce dernier soutient que cette menace sera vaincue comme ces deux idéologies. Antoine Diouf. Ismaël Kamara, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Série de braquages dans les quartiers de Dakar. Comment faire face à cette recrudescence de l'insécurité dans la capitale? Point de vue, ce sera dans quelques minutes. RFM Sport. Bienvenue Malal Junior Diagne. Merci Antoine. Le football en ouverture de cette page des sports. Aliou Cissé, c'est l'entraîneur des Lions du Sénégal. Il a convoqué 23 Lions pour le match du 3 septembre. C'est le dernier match de la phase d'éliminatoire de la prochaine Coupe d'Afrique 2017 prévue au Gabon. Une liste de 23 joueurs parmi lesquels on peut retrouver Ismaïla Sarr, ancien joueur de Génération Foot, actuellement à Metz en France. Il a également fait appel à Famara Diédiou. On retrouve sur cette liste de 23 joueurs Moussa Konaté, Mambiram Diouf, Younous Sankare, Mohamed Djamé, Papa Aliou Ndiaye, Diawo Baldé Keita, Sadio Mané, Kouli Diop, Cheikh Ndoye, Cheikh Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Saliou Ciss, Boukari Dramé, Fallou Diagne, Khalidou Koulibaly, Zarko Touré, Karambo Diawandou Diagne qui fait son comeback en sélection officielle. Ibrahima Mbaye a noté également la présence de Pape Seydou Ndiaye de Niaritali et de Khadim Ndiaye de Oroya AC. Sénégal-Namibie, ce sera le 3 septembre prochain à Dakar au stade Léopold Sédar Senghor. Migui Maram Ndiaye était à la conférence de presse de Aliou Cissé. Le technicien Aliou Cissé a fait confiance à 24 Lions pour cette ultime rencontre, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Ismaïla Sarr, le sociétaire du Football Club de Metz, intègre pour la première fois la tanière. Aliou Cissé loue la qualité du Néo-Lion. C'est un garçon en tout cas pur produit du football local qui a joué dans toutes les sélections, que ce soit avec les U20, avec le U23, qui a joué la CAN U23 ici, que je suis depuis un bon bout de temps. Donc avec tous les entraîneurs que j'ai eu à discuter ici sur le plan local, mes collègues techniciens à l'unanimité m'ont dit que du bien de lui. Sénégal-Namibie, prévu le 3 septembre à 17h30 au stade Léopold Sédar Senghor, une période très difficile reconnaît le sélectionneur national avec le début de la saison. C'est des moments, des périodes un peu délicates, des périodes un peu difficiles. Certains garçons ont changé de club, d'autres sont un petit peu en bas de fer avec leur club. Donc c'est des périodes un peu spéciales. Donc. Le cas Mbaye Niang a été aussi évoqué.
Pour Aliou Cissé, il n'y a pas eu de communication avec l'attaquant du Milan AC depuis des années, mais la porte reste ouverte. Quand on allait aux Jeux Olympiques à Londres, donc effectivement il était en réflexion. Et comme je dis, Mbaye est un fils du pays aussi. Donc comme je l'ai toujours dit, tout enfant du pays, en tout cas souhaitant venir défendre les couleurs du Sénégal, sera le bienvenu. Le Sénégal, déjà qualifié pour Gabon 2017, fera face à un adversaire qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, avertit l'entraîneur national. Aliou Cissé pense qu'il faudra une bonne mentalité. Une bonne mentalité et une bonne préparation pour les 3 gardiens qui ne sont pas actuellement en compétition, puisque les championnats dans lesquels évoluent ces joueurs sont arrêtés. Il s'agit d'Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye et de Pape Seydou Ndiaye. Mais pas de souci, du côté de l'entraîneur technique, un plan spécial a été concocté avec le préparateur des gardiens Tony Silva. Aliou Cissé au micro de Miki Maham Ndiaye. Les gardiens de but, ouais, comme vous le voyez, mais bon, Abdoulaye Diallo a fait quand même toute la préparation, ça me rassure. Après, comme je dis, j'ai discuté avec le garçon, il sait ce qu'il attend, donc, il sait qu'il lui faut du temps de jeu, ça c'est clair, mais j'ai confiance, je sais qu'il y a quelques clubs qui sont sur lui. J'espère que d'ici la fin du mercato, ça sera réglé. Concernant Khadim, c'est vrai qu'ils ont arrêté très tôt, ils ont arrêté le championnat il y a un mois. Mais avec la direction technique, avec Tony, on avait décidé de reprendre individuellement les garçons. Donc ça veut dire que Khadim y était, il s'est entraîné pratiquement pendant 2 semaines avec Tony. Donc il y avait Pape Seydou Ndiaye et puis Khadim Chou. Voilà, donc on verra quand ils seront là, quelle est leur forme actuelle, et puis à partir de là, le choix sera fait. Après le football, le Viet Vodao, les combattants réclament des moyens à l'État. C'est de retour des derniers championnats d'Afrique qui sont déroulés à Abidjan. La délégation sénégalaise composée de 14 membres dont 13 combattants est revenue avec 26 médailles dont 2 en or, 19 en argent, le reste en bronze. Et pour le chargé de la communication de l'Union des combattants du Vevenam Viet Vodao, il faut plus de moyens afin de leur permettre de bien défendre les couleurs du Sénégal à travers le monde. Samba Thiam que nous écoutons. Elle a fait une très brillante participation pour la bonne et simple raison qu'elle a eu 2 médailles d'or, 19 argent et 5 bronze. Ces résultats sont satisfaisants malgré les conditions très difficiles dans lesquelles l'équipe s'est préparée, mais aussi s'est déplacée à Abidjan puisqu'on n'a pas eu de soutien ni de la part des autorités, ni aussi de sponsoring. Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour que l'équipe nationale du Sénégal soit championne d'Afrique lors des prochaines compétitions? Qu'est-ce qui manque? Alors, je pense qu'il faut qu'au moins qu'il y ait une très bonne organisation à l'interne. Je pense que nous allons immédiatement faire le bilan de cette participation, essayer de mieux s'organiser à l'interne, mais aussi et surtout rencontrer les autorités locales, les autorités étatiques, pour qu'au moins qu'ils prennent conscience de l'importance de prendre en charge le volume sénégalais, qui est très bien respecté au niveau international. Je pense que si on avait le tiers de ce que l'Algérie a, on allait être premier du continent africain. Mais malheureusement, on n'a pas eu de soutien. Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui que les autorités étatiques, à savoir le ministère des Sports, de prendre en charge le volume sénégalais. Antoine, pour finir, parlons des JO de Rio avec ce soir une autre course qui est très attendue avec l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, qui après avoir gagné l'or aux 100 mètres, veut maintenant s'attaquer aux 200 mètres. Il a pour objectif également de gagner la médaille d'or. Il va donc participer aux séries pour la qualification en finale. Il sera dans la série numéro 9 pour parler également de Nawetan avec les phases nationales qui se déroulent actuellement à Ziguinchor. Vous aurez de plus en plus d'informations là-dessus dans les éditions du soir avec notre correspondant sur place, Lamine Ba. Malal Junior Diagne, merci. RFM, la presse du jour. Presse du jour. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. L'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Les forces en présence connues. Ça y est, clap de fin. Le dépôt des listes de candidatures pour les élections au Haut Conseil des collectivités territoriales ouvert le 30 juillet dernier a été clôturé dimanche à minuit. Au total, constate le Soleil, 38 listes dans 17 partis politiques, 5 coalitions de partis et 6 entités indépendantes seront sur la ligne de départ le 4 septembre prochain, ce sur l'ensemble du territoire national. 10 maires de Dakar vote Benno relève encore le très officiel quotidien national Le Soleil. Moins euphémiste,
socialiste. Enquête souligne que Macky a disloqué Taxawu Dakar. Certes, il n'a pas présenté de candidat à Dakar, mais le patron de la paire est parvenu à semer la zizanie à l'intérieur de la coalition. Le maire de Dakar Plateau, Aliou Ndoye, soutenu par d'autres camarades dont Jean-Baptiste Diouf, le maire de Grand Dakar, Babacar Mbeng, le maire de Hann Bel-Air, entre autres, ont sonné la dissidence. Ils ont tourné le dos à Khalifa Sall pour leur propre liste dans le cadre de la coalition de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar. Khalifa mise désormais sur Cheikh Gueye, Babacar Seck et compagnie. Macky torpille Khalifa pour sucré salé du quotidien. C'est la sale guerre. Sale, telles les initiales du patronyme du numéro 1 de la paire. La guerre des alliés n'est pas encore finie. Loin de là, souligne le confrère. Et Khalifa, qui au moment avait cru en la promesse de Macky Sall de ne laisser aucun élu à pair se présenter sur la liste de Dakar, doit à présent s'en mordre les doigts. Le commentateur dit aller sur cette prédiction sombre et la nuit pour Khalifa. Relève-t-il, c'est que s'il n'affiche pas très rapidement et nettement sa candidature pour la présidentielle, aussi bien les militants de son parti que ceux de ses alliés qui ne le sentent pas iront voir ailleurs. Oui, ils continueront de le laisser pour son sale homonyme. L'As voit autre. Le confrère écrit: la bataille de Dakar, c'est désormais la coalition Diouf Sarr contre la coalition Khalifa Sall. Avec ce face-à-face entre pro-Khalifa et partisans de Diouf Sarr qui se profile à l'horizon, c'est une bataille pour le contrôle de Dakar. La stratégie de Macky tombe à l'eau. Deux observations de Samba Alla. Soit Macky veut éviter une seconde humiliation vu les forces en présence, soit il ruse justement pour se dégager de l'étreinte Khalifa qui tient de main de maître la capitale. En tout état de cause, relève pour sa part Walfadjri en mettant en place sa propre coalition. Diouf Sarr désobéit au chef de l'État. Il a fait fi des recommandations de Macky qui ne voulait pas d'une liste à pair à Dakar. Le Parti socialiste ne sort pas toutefois indemne de ces manœuvres. Ça sent un mortal combat entre Khalifa Sall et Tanor, souligne le journal Le Témoin. La décision du numéro 1 de la paire de ne présenter aucun candidat de son parti à Dakar et de céder la place à ses alliés, notamment le Parti socialiste, a pour effet de créer un face-à-face entre factions de cette formation sans avoir l'air d'y toucher. Note le confrère, le président Sall a donc monté un de ses plus grands derbies, Khalifa Tanor. Au sujet du Haut Conseil des collectivités territoriales, toujours des détracteurs de l'institution se signalent à la une de la Tribune. Pour des Fall de Rewmi, on dissout une institution de 100 membres pour faire revenir une de 150. Allusion au Sénat. Pour Maître El Hadji Diouf, le Haut Conseil est tout simplement une farce. Ousmane Sonko a bâton rompu avec nos confrères de Walfadjri. L'inspecteur des impôts et par ailleurs homme politique n'a pas été tendre avec le président Sall. Macky dit-il est un apprenti dictateur. Sa femme et ses enfants ont la nationalité américaine et il a payé 50 millions de francs CFA au fisc américain entre 2008 et 2012. Selon toujours Ousmane Sonko, ils se sont partagés le pays. Marème Faye et sa famille, c'est tout ce qui est hydraulique et assainissement. Sur l'exploitation du pétrole, c'est un délit d'initié que d'y avoir mis son frère Aliou Sall. Chemin de fer Dakar-AIBD, la France rafle 489 milliards de francs CFA. Le Sénégal perd 220 milliards dans cette affaire. Titre de Direct Info, la France reprend en main le Sénégal. Wade avait gagné le pari de la diversification. Macky lui revient au monopole. Et puis à la une de Libération, trafic de domestiques sénégalaises vers les pays arabes. Coup de filet policier au Koweït. 6 personnes dont une Sénégalaise sous les verrous. À Dakar, le journal nous dit que la DIC prépare de nouvelles arrestations. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue, c'est sur la série de braquages dans les quartiers de Dakar. Comment faire face à cette recrudescence de l'insécurité dans la capitale? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Commissaire Cherna Keita, bonjour. Bonjour. Ancien commissaire de police à la retraite. Donc aujourd'hui, on parle de ces braquages notés ces derniers temps dans certains quartiers de la capitale. Pourquoi une certaine recrudescence de ce type de violence ou d'agression dans la capitale? Oui, effectivement. Il s'agit de la sécurité des biens particulièrement et au-delà des personnes dont les activités sont
exposés sur la voie publique, c'est-à-dire de l'ensemble des commerces qui sont ouverts sur la voie publique et qui attirent les malfaiteurs en raison de la facilité d'accès qu'elles présentent. Donc, dans ce segment de stratégie qu'il faut extraire de la globalité des stratégies de sécurité applicables en zone urbaine. C'est-à-dire créer les conditions qui permettront aux services de sécurité de prendre en charge la sécurité de ces endroits. Il s'agit véritablement de réaliser une bonne présence policière. Au-delà des problèmes que ça pose les effectifs, de réaliser une bonne présence policière, de réaliser une attention policière sur ces endroits, de réaliser de la mobilité et de rendre possible les réactions à chaque fois que cela est nécessaire. C'est des segments de stratégie qui sont complexes, qui ont besoin de moyens, qui ont besoin d'effectifs, qui ont besoin de moyens roulants, qui ont besoin de formation professionnelle. C'est-à-dire les policiers qui sont sur la voie publique ne doivent pas y être pour n'importe quoi. À chaque fois que vous sortez la nuit, vous voyez peut-être le minimum de présence qu'il y a est tourné à faire autre chose. Le minimum de moyens qu'il y a est tourné à faire autre chose. C'est des checkpoints qu'on organise, c'est des contrôles routiers qu'on organise. Ces agents, dans leur comportement professionnel, ne sont pas portés à prêter attention à ce qui se passe. On réagit toujours après coup. Donc, c'est un ensemble de choses qu'il faut tourner vers cet objectif. Nouveau défi donc pour la police sénégalaise. Reprenez la question. Je dis de nouveaux défis pour la police sénégalaise. Effectivement, c'est un défi organisationnel, c'est un défi stratégique auquel il faudra apporter des réponses. Et ça ne se fait pas n'importe comment. Déjà que derrière, la stratégie globale laisse à désirer. Oui, justement, Oui. Est-ce que ces faits sont une preuve que la sécurité publique dans notre capitale est sans doute lacunaire? Ces faits ne font que le rappeler. Les preuves sont là depuis très longtemps que nous n'avons jamais eu de politique sécuritaire au Sénégal. Déjà, quand j'étais jeune, je me rappelais encore de ce que je disais, mais c'est pas possible. On ne peut pas assurer la sécurité des gens en réagissant à chaque fois après coup pour organiser des rafles, pour rafler des centaines de personnes. Depuis que vous êtes là, vous ne voyez que ça et ça n'a jamais réglé les problèmes. La sécurité, ça se gère dans les détails, dans l'organisation, dans la stratégie et dans la réaction. Mais avec le manque de moyens, est-ce que nos forces de police ou nos forces de sécurité tout court peuvent assurer ce défi sécuritaire dont vous parlez de façon parfaite? L'État n'a pas le droit de convoquer le manque d'effectifs et le manque de moyens pour ne pas assurer la sécurité des populations. On ne peut pas se réfugier là. C'est une mission régalienne. Elle appelle un comportement correct de l'État, donc une réaction normale de l'ensemble des services qu'il met à ce niveau-là. Sinon, c'est pas la peine, il faut aller chercher ailleurs. Comme cible, comme cible les points de transfert d'argent qui se multiplient de plus en plus dans la capitale. Est-ce que cela signifie qu'on va encore connaître et davantage des cas similaires? Mais quand un phénomène se déclenche comme ça, pour l'arrêter, il faut lui apporter une réponse. Il ne faut pas attendre que ça disparaisse comme ça, comme c'est arrivé. C'est arrivé avec la conjugaison de beaucoup de causes. Et aujourd'hui que c'est entré dans la réalité, il faut prendre en compte cette réalité-là et qu'on saurait réagir normalement pour y apporter un terme, pour contrôler le phénomène et l'amener à causer le minimum de dégâts possible. Mais si nous sommes là pour voir un phénomène naître, grandir et s'estomper, on n'est pas au bout de nos peines. Il va s'aggraver. Il va engendrer d'autres types de comportements. On va quitter les shops. On va avoir des bandes dont le comportement va se complexifier. Ils vont attaquer les banques. Ils vont faire autre chose. C'est des phénomènes d'insécurité. Il faut les suivre. Il faut y apporter une réponse. Personne n'a le droit de convoquer le manque de moyens ou autre chose pour dire voilà, ça se justifie, on ne peut rien faire. Il faut mettre la peur dans le camp des agresseurs et braqueurs. Mettre la peur dans le camp des agresseurs et braqueurs. Il faut toujours l'y installer. Il faut faire renoncer, il faut faire hésiter. C'est ça le but de la prévention. Il faut toujours créer des situations qui leur font voir qu'ils n'ont pas toutes les chances de s'en sortir. Même si le gain est facile, ils n'ont pas toutes les chances de s'en sortir. Et ça, c'est un comportement structuré, organisé des services de police, des services de sécurité d'une manière générale. Ce n'est pas un coup de hasard qu'ils aient peur parce qu'ils ont peur, c'est des poltrons. Non, il faut y installer la peur.
Merci, commissaire Cherna Keita, ancien commissaire de police à la retraite. Aujourd'hui, on parle de la série de braquages dans les quartiers de Dakar. Comment faire face à cette situation? Vous avez la parole. La parole à Lamine, à Pape Sané. Bonjour, monsieur Sané. Bonjour, monsieur Diouf. Vous êtes consultant en sécurité, gérant du cabinet SICO, sécurité, investigation, conseil. Alors, déjà, comment vous analysez cette série de braquages avant d'entrer dans le vif du sujet? Eh bien, voilà, merci, M. Diouf. Je dirais tout go que Dakar, à l'instar des métropoles qui grandissent, subit un certain nombre de corollaires liés à l'insécurité, à l'insalubrité. Surtout que, quelque part, si la puissance publique ne suit pas le rythme qu'il faut, cela pourrait engendrer ce phénomène qu'on est en train de constater actuellement. Est-ce que la puissance publique est en train de suivre ce développement dont vous parlez, cet agrandissement de la capitale sénégalaise? Apparemment non, je dirais non, parce que quand vous faites un peu le tour de notre capitale, vous vous rendez compte que par rapport au flux grandissant de nouveaux quartiers, par rapport au flux grandissant de nouvelles industries, de nouveaux commerces, de tout genre et tout ça, et que vous voyez le maillage sécuritaire qui est actuellement en phase dans la capitale, vous vous dites que bon, nos autorités peut-être ne voient pas tellement ce qui se passe. Oui, il y a une réalité économique. Je parlais tout à l'heure du foisonnement des points de transfert d'argent. Évidemment, cela va susciter sans doute des intérêts. Comment justement travailler autour de tout cela pour qu'il y ait plus de sécurité? Ok, M. Diouf. Je suis d'emblée d'accord avec vous qu'il faudra que les gens exercent tranquillement leur travail. Mais il faudra aussi que l'État, quelque part, souverainement, puisse organiser ce secteur. Parce qu'on ne peut pas permettre à des gens de venir investir, de brasser des centaines de mille, des millions, et les laisser dans une certaine précarité sécuritaire. On ne peut pas comprendre qu'on puisse délivrer des agréments à des agences de change qui s'installent dans des quartiers dépourvus de toute norme de sécurité. Et ces agences, en contrepartie, on ne leur impose pas de recruter des agents de sécurité comme il le faut. Et il y a un phénomène aussi sur lequel il faut revenir aussi par rapport à ces agences-là. Parce que pour recruter aussi, il faudra recruter le bon agent de sécurité. Et dans ce pays, le problème fondamental de la sécurité privée, c'est qu'il n'y a pas de convention collective pour organiser ce secteur. Donc, c'est un créneau à tout va, tout le monde y investit parce que tout le monde y gagne facilement de l'argent, mais il n'y a pas une convention qui limite et qui délimite qui il faut prendre, combien il faut le payer. Voilà. Alors, recourir à la sécurité parallèle ou à la sécurité privée, est-ce que ça peut être réellement une solution, puisqu'on a vu certaines attaques dans certains quartiers, des agents de sécurité même qui ont été les premières victimes? Moi, je suis non partant. Je suis pas du tout partant pour cette fameuse sécurité privée, parce que en fait, elle fait de facto, elle présente deux types de citoyens. Nous avons une police nationale, nous avons une gendarmerie nationale qui, souverainement, de par leur mission régalienne, sont chargés de s'occuper de la sécurité des biens et des personnes dans ce pays. Maintenant, privilégier le facteur sécurité privée, entre guillemets, au-delà des sociétés légalement constituées qui sont là pour les besoins dont on a besoin d'elles, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas aussi permettre à ces pseudo, on ne peut pas laisser prospérer cette pseudo-sécurité privée qui risque à la limite de créer ce qu'on pourrait appeler plus tard des milices. Et ça va créer le désordre, sans doute. Oui, parce qu'elles n'obéiront qu'aux personnes qui les paieront. Très bien. En tout cas, merci. Merci, Pape Sané. Je rappelle que vous êtes consultant en sécurité, gérant du cabinet SICO, Sécurité, Investigation, Conseil. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui. La météo avant le rappel des titres. RFM, la météo.
Des manifestations pluvieuses orageuses en cours au nord-est du pays se généraliseront sur la quasi-totalité du pays, où des pluies d'intensité variable seront enregistrées. Une baisse de la température diurne sera notée sur l'ensemble du territoire avec des valeurs maximales qui vont varier entre 28 degrés à Dakar et 35 à Matam. Les visibilités resteront généralement bonnes. Les vents dominants d'intensité faible à modérée auront une composante ouest sur la majeure partie du pays et sud-ouest sur la zone orientale. Voici le rappel des titres. Antoine Diouf. 3 pêcheurs sénégalais portés disparus en Mauritanie depuis 5 jours. Les recherches entamées n'ont rien donné. L'agent de police pris dans une affaire de corruption à la barre. Le procès se déroule en ce moment. Élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Note discordante au Parti socialiste, accusé d'être derrière la liste de Benno Bokk Yakaar contre Taxawu Dakar de Khalifa Sall. La direction du PS réagit et parle d'incohérence du maire de Dakar. Et puis, au Conseil des collectivités territoriales, toujours beaucoup de Sénégalais n'y comprennent absolument rien. Et pour eux, ce sera une opportunité pour le président Macky Sall de caser sa clientèle politique. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop. Réalisation Mamadou Amar Ndione. À la régie, il y avait Pape Oumar Diaw. À 13h, El Hadj Assane Gueye pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, c'est Dialgati Hibar. À toutes et à tous, je souhaite une excellente après-midi en compagnie des programmes de la radio Futur Média. ma fale dinaa defar ay micro yoo xam ne da ngay ñàng defar ay micro yoo xam ne da ngay ñàng